علينا دم. إياكم فستقطع يده. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Ali Haïd absent à l'audience dans le cadre de l'enquête sur le double attentat meurtrier de Tripoli. L'avocate du chef du Parti arabe démocratique évoque des raisons médicales. Cheikh Saad-Din Riyé a été abattu ce matin par deux inconnus circulant à mobilette dans le quartier de Barça à Tripoli. Ce religieux sunnite était connu pour son soutien au régime syrien. Téhéran rejette les accusations de John Kerry selon lesquelles l'Iran était responsable de l'absence d'accord lors des négociations nucléaires de Genève. Et à suivre également dans ce journal, la France accueille une grande conférence consacrée aux moyens de lutter contre le chômage des jeunes, un fléau qui frappe plus de 5,5 millions d'Européens de moins de 25 ans. Je vous le disais en titre, l'avocate de l'ancien député et chef du Parti arabe démocratique, Ali Haïd, a présenté ce mardi un rapport médical au premier juge d'instruction militaire, Riyad Abou Rida, et ce afin de justifier l'absence du leader alaouite à une audience dans le cadre de l'enquête sur le double attentat meurtrier de Tripoli le 23 août dernier. Selon l'Agence nationale d'information, Ali Haïd n'a pas comparu pour des raisons médicales. Le juge Abou Rida avait lancé jeudi dernier un mandat d'amener contre l'ancien député afin de l'interroger aujourd'hui. Il est soupçonné d'avoir aidé Ahmad Merari, le principal suspect dans le double attentat de Tripoli, à fuir en Syrie. Un religieux sunnite favorable au régime syrien a été abattu ce mardi matin par deux inconnus circulant à mobilette. L'attaque a eu lieu dans le centre de Tripoli. Le cheikh sunnite Saad-Din Riyé a été mortellement blessé d'une balle dans la tête alors qu'il montait dans sa voiture dans le quartier de Barça au centre de la ville. Âgé de 43 ans, membre du Front de l'Action islamique qui regroupe les organisations sunnites libanaises pro-régime Assad. Il avait été blessé il y a quelques mois par une grenade lancée en sa direction. Des contractuels d'électricité du Liban ont bloqué ce matin les entrées de l'office autonome à Mar Mikhaël à Beyrouth, et ce pour protester contre le non-paiement de leur salaire depuis plusieurs mois. Ils ont aussi brûlé des pneus dans le quartier. Les journaliers manifestent régulièrement pour réclamer leur dû et afin qu'ils soient cadrés. Dans le reste de l'actualité, l'armée syrienne libre a fait part de ses conditions pour participer à la conférence de Genève 2, parmi lesquelles la formation d'un gouvernement transitoire ayant les pleins pouvoirs. L'ASL demande en outre un accord de principe pour l'abdiction de Bachar el-Assad. Alors que le régime de Damas rejette catégoriquement ce scénario, hier lundi, la coalition de l'opposition en exil s'est résolue à la quasi-unanimité à participer également sous condition à la conférence de Genève 2, dont la date n'a pas encore été fixée. Téhéran rejette les accusations de John Kerry selon lesquelles l'Iran était responsable de l'absence d'accord lors des négociations nucléaires de Genève. La République islamique laisse entendre que l'échec était dû à un désaccord au sein du groupe des 5+1. La Russie a également rejeté les accusations de John Kerry en affirmant que Téhéran n'était pas responsable de l'absence d'accord. Les médias et les responsables iraniens ont accusé la France d'avoir fait échouer un accord par son intransigeance. L'Iran et le groupe des 6 doivent se retrouver de nouveau à Genève le 20 novembre prochain pour continuer les discussions. Israël veut jouer de son influence au Congrès américain pour tenter d'empêcher la conclusion d'un accord sur le nucléaire iranien. Le ministre de l'économie, Naftali Bennett, est attendu ce mardi à Washington pour mener une campagne auprès de dizaines de membres du Congrès à qui il veut expliquer que la sécurité d'Israël est en jeu. Devant l'influente Assemblée générale des fédérations juives d'Amérique du Nord à Jérusalem, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a insisté ce week-end sur son intention de se battre contre un accord mauvais et dangereux. Fin de citation. L'actuel guide de la révolution islamique, Ali Khamenei, est à la tête d'un vaste empire économique d'environ 95 milliards de dollars. Pour expliquer cette fortune, l'agence Reuters révèle que Khamenei profite des largesses d'une organisation assez obscure, baptisée Setad, qui possède des parts dans pratiquement chaque secteur de l'économie nationale. À la base, l'organisation, créée à la mort de son prédécesseur, était censée venir en aide aux plus démunis, mais près de 25 ans plus tard, elle a bâti son empire en confisquant des milliers de biens appartenant à des
iraniens et en les revendant aux enchères. Rien ne prouve toutefois que le guide suprême puise dans les fonds de cette organisation pour s'enrichir personnellement, mais cette organisation donne au guide suprême au pouvoir depuis 24 ans les moyens financiers de mener sa politique sans passer par le Parlement et par le budget national. Les printemps arabes ont fait tomber des dictatures, mais pour les femmes, ils ont apporté de nouveaux dictats. Dans une étude publiée ce mardi, le Thomson Reuters Foundation établit un classement d'experts sur les droits de la femme dans les 22 pays de la Ligue arabe. En tête de classement, les Comores, archipel de l'océan Indien, où les femmes occupent 20% des postes ministériels et où la contraception est largement acceptée. L'Égypte, où 99,3% des femmes ont été victimes d'un abus au moins une fois dans leur vie, arrive en queue de peloton, juste après l'Irak et l'Arabie Saoudite, où les Saoudiennes n'ont pas le droit de conduire et doivent demander l'autorisation de se déplacer ou de travailler à une autorité masculine. Le Liban se place en 16e position, après notamment les territoires palestiniens et la Somalie. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. Après le typhon, l'ONU lance un appel aux dons de 301 millions de dollars pour venir en aide aux sinistrés aux Philippines. Retour sur le plateau de l'info, la représentante des opérations humanitaires de l'ONU arrive à Manille et il lance un appel à l'aide, un appel aux dons pour l'archipel des Philippines à hauteur de 301 millions de dollars. Certaines îles, des zones côtières ont été complètement ravagées par le passage du typhon Haiyan, en particulier le centre de l'archipel comme la ville portuaire de Tacloban, où l'on recense pas moins de 10 000 morts. L'aide humanitaire est en cours d'acheminement et le pays voit aussi revenir certains de ses expatriés anxieux de ne pas avoir de nouvelles de leur famille après le passage du typhon. Entre-temps, la dépression tropicale Zoraida s'est abattue ce mardi sur le sud des Philippines et pourrait apporter de nouvelles inondations. Violente tempête en Croatie. Cette fois, au moins une personne a été tuée par la chute d'un arbre et 5 autres blessés dans le nord du pays par des vents allant jusqu'à 221 km/h. Le fonctionnement des transports a été perturbé dans la capitale Zagreb, notamment par des branches arrachées par le vent et autres débris. Les rafales de vent ont également poussé les autorités à interrompre le trafic des lignes de ferry dans le nord de l'Adriatique. Ce mardi 12 novembre 2013, la France accueille une grande conférence consacrée aux moyens de lutter contre le chômage des jeunes, un fléau qui frappe plus de 5,5 millions d'Européens de moins de 25 ans. Signe de la priorité que l'Europe accorde à ce dossier, la rencontre de Paris intervient 4 mois seulement après une première conférence organisée sur le même thème à Berlin. Si l'Allemagne fait figure de meilleur élève avec 7,7% de jeunes au chômage, la France avoisine les 25%, tandis que la Grèce et l'Espagne battent des records avec des taux supérieurs à 56%. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, restons en Espagne. À Madrid, les services de nettoyage entrent dans leur 2e semaine de grève. Face à la crise et à l'explosion des déficits publics, la mairie a adopté des coupes claires dans les budgets. 1135 postes doivent être supprimés. Ce lundi, les négociations ont échoué entre les syndicats et les entreprises de nettoyage. La grève a été suivie à 97%. C'est pourquoi les déchets s'entassent dans les rues de la capitale espagnole, malgré un service minimum assuré sous protection policière. Toujours en Espagne, coup de filet contre un réseau de trafic d'êtres humains. 25 membres présumés d'un réseau international créé au Nigeria en 1990 ont été interpellés par la police ibérique. L'enquête débutée il y a 1 an a permis également de libérer 5 femmes, dont une enceinte. Elle était exploitée sexuellement et elle devait donc escroquer des clients potentiels sur Internet avec des cartes bleues volées. Au Cambodge, la police a violemment réprimé une manifestation d'ouvriers du textile qui réclament de meilleures conditions de travail. La répression a fait 1 mort, une employée tuée par balle selon sa famille et une ONG, ainsi que plusieurs blessés. La manifestation a dégénéré quand plusieurs centaines d'ouvriers ont décidé de marcher sur la résidence du Premier ministre en plein centre de la capitale. 27 personnes ont été arrêtées. Et le Sénat thaïlandais a rejeté à l'unanimité une loi d'amnistie politique que le gouvernement de Yingluck Shinawatra tente de faire passer. Une loi qui semble taillée sur mesure pour son frère Thaksin. L'ex-premier ministre accusé de corruption a été renversé en 2006. À Bangkok, ces manifestants craignent que le pouvoir tente de proposer une nouvelle version du texte. Ils appellent donc à la grève générale jusqu'à vendredi.
Un mot de sport, du tennis, le tenant du titre Novak Djokovic a battu l'Espagnol Rafael Nadal en finale du Master de Londres lundi soir. Le Serbe, vainqueur en 2 manches, termine 6-3, 6-4. L'année en beauté donc face au numéro 1 mondial. Avec ce 3e titre après ceux de 2008 et 2012, le numéro 2 mondial égale Boris Becker et John McEnroe et arrive à mi-chemin des 6 victoires de Roger Federer qui détient le record de victoires dans le tournoi des maîtres. Un amateur d'exploit de 32 ans est devenu cette semaine la première personne à parcourir à la nage le Royaume-Uni du sud au nord, soit 1450 km dont il est venu à bout en 135 jours. Sean Conway, né au Zimbabwe mais qui vit à Cheltenham dans le centre-ouest de l'Angleterre, est parti le 30 juin de Land's End, situé à l'extrême sud-ouest du pays, et a atteint lundi John O'Groats à la pointe nord-est de l'Écosse. Sur ces 4 mois et demi d'aventure, il a passé 90 jours en mer et 45 jours à terre à cause du mauvais temps. Il espérait réaliser son exploit en 2 mois et demi et non pas près du double. Sean Conway raconte que l'eau était froide et ce qui a été le plus dur pour lui, c'est d'être piqué au visage par des méduses. Pour se protéger, il a dû donc se laisser pousser la barbe. Sean Conway n'est pas à son premier exploit. En 2008, il avait déjà accompli le même périple à vélo. Le parachutiste de l'extrême et adepte du wingsuit Scotty Bob a tenté et réussi l'exploit de voler en chute libre à travers un étroit canyon de l'Utah, c'est dans l'ouest des États-Unis. Une performance aussi dingue que spectaculaire. À plus de 200 km/h, Scotty Bob s'engouffre dans le tunnel naturel, frôle les falaises, mais finit par émerger de l'autre côté au bout de quelques secondes de frayeur avant de déployer sa toile et de hurler dans la vallée un cri libérateur. Et voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Ali Haïd absent à l'audience dans le cadre de l'enquête sur le double attentat meurtrier de Tripoli. L'avocate du chef du Parti arabe démocratique évoque des raisons médicales. Cher Saadetdine Riyé a été abattu ce matin par 2 inconnus circulant à mobilette dans le quartier de Barça à Tripoli. Ce religieux sunnite était connu pour son soutien au régime de Damas. Téhéran rejette les accusations de John Kerry selon lesquelles l'Iran était responsable de l'absence d'accord lors des négociations nucléaires de Genève. Et la France accueille une grande conférence consacrée aux moyens de lutter contre le chômage des jeunes, un fléau qui frappe plus de 5,5 millions d'Européens de moins de 25 ans. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain. معلومات وعوانه حلال علينا دمه